Salam alaikum, aujourd'hui je vais te dévoiler le guide ultime vis-à-vis des impôts. Littéralement, tu n'auras plus besoin d'aucune autre vidéo qui t'explique comment fonctionne la fiscalité concernant l'investissement en France. Ok? Sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Aujourd'hui, on va commencer par la définition du coup des termes. En fait, depuis 2018, l'impôt sur les dividendes et la plus-value est à 30%. C'est le prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU ou la fameuse flat tax. Je pense que tu en as déjà entendu parler, hein. C'était sur cette vidéo. Elle est constituée justement de 12,8% d'impôt sur le revenu et de 17,2% de prélèvements sociaux. Donc je pense que ça tu le savais. Et donc en fait en investissement, tu vois, il y a différents véhicules fiscaux qui vont te permettre d'avoir des avantages, mais il y a également des inconvénients, hein. Quand l'État te donne quelque chose, il y a forcément un prix à payer, quelque chose, des inconvénients qu'il y aura vis-à-vis de du coup le véhicule fiscal là dont on parle. Ok. Par exemple, on va passer en revue les différents véhicules fiscaux. Je pense que tu les connais, hein, ils sont assez connus. Ça va être PEA, assurance vie, PER et CTO. On va passer les quatre en revue. Et je vais t'expliquer les avantages et les inconvénients de chaque type de véhicule fiscal. Ok. Donc premièrement, on commence avec le PEA, l'un des véhicules fiscaux les plus connus. C'est c'est un compte d'investissement en fait où tu vas pouvoir acheter tes titres, etc. Bon, je pense que tu le sais, hein, je pense que tu connais le BABA et là tu cherches à vraiment à optimiser tes impôts. Enfin bref. Donc en fait, l'abattement, il y a un abattement de l'impôt sur le revenu, donc de 12,8%. Ici, il n'y a plus ça, il reste que les 17,2% de prélèvements sociaux à payer après 5 ans de détention. Donc il faut le détenir par contre pendant 5 ans. Et une fois que tu l'as détenu pendant 5 ans, tu n'as plus d'impôt sur le revenu à payer, tu auras uniquement les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Ok. Ensuite, du coup, en gestion, et c'est en gestion libre, ne prends jamais la gestion sous mandat. Je sais que ça existe, des PEA en gestion sous mandat, ne les prends jamais, hein. Dans tous les cas, c'est pas halal. Et en plus de ça, tu confies littéralement la gestion à quelqu'un d'autre, donc il va te prendre des frais énormes. Voilà. Je pense que j'ai fait assez de vidéos sur les frais, mais voilà, la gestion libre, c'est vraiment vraiment que tu le prennes, c'est le plus important d'investissement. Ensuite, on a des inconvénients, bien sûr. Donc le plafond de versement est limité à 150 000 euros. Donc tu peux pas mettre plus de 150 000 euros. Donc je sais que ça peut être une contrainte pour des personnes qui ont plus de 150 000 euros à investir. Et donc ça faut le garder en tête, faut le notifier. Les retraits avant 5 ans. Du coup, si jamais tu retires tes gains avant 5 ans, tu vas être imposé avec le PFU, donc 30%, donc c'est vraiment pas avantageux. Il y a aucun ETF Sharia compliant, aucun ETF halal dedans. Donc ça sert à rien d'y aller pour trouver justement des ETF. Tout simplement parce que il y en a pas. Il y aura uniquement des actions, des titres européens éligibles, des titres français ou européens, donc des actions. Il y aura également des obligations, mais voilà. Si jamais tu restes très simple, il y aura des actions européennes ou françaises qui vont être éligibles au PEA, et donc forcément il faut trouver des actions qui vont être halal. Donc voilà, c'est ça qui va être compliqué. Ensuite, on va passer sur l'assurance vie. Donc je t'ai mis une petite étoile parce qu'on va revenir sur justement l'abattement au niveau des 8 ans, parce qu'il y a des petites subtilités à connaître, c'est important. Donc voilà, du coup, premier, c'est abattement sur les gains après 8 ans. Donc c'est 4 600 euros et 9 200 euros pour un couple. Et du coup, avant 8 ans, du coup, c'est 30% de trucs. Je devrais peut-être le mettre ici. De toute façon, on va y revenir juste après. Mais voilà, c'est plus ici. Après, tu as un abattement justement de l'impôt sur le revenu à 7,5%. Donc au lieu de payer 12,8, tu vas payer 7,5. Et prélèvements sociaux, de toute façon, ça change pas, c'est toujours 17,2. Et voilà, et du coup, avant 8 ans, si tu retires avant 8 ans, c'est 30% de flat tax. La transmission est très avantageuse parce que le don est exonéré jusqu'à 152 500 euros par bénéficiaire. Donc c'est top. Et donc c'est tous les 15 ans, c'est le dispositif des 100 000 euros, d'abattement des 100 000 euros. Mais du coup, là, sur l'assurance vie, c'est 152 500 euros. Et du coup, sur tous les autres, sur le PEA, il y en a pas. Et par exemple, sur le CTO, c'est 100 000 euros. Ok. Et du coup, c'est beaucoup moins liquide. Par contre, le rachat peut parfois être long. Après, faut juste bien choisir son assurance vie. Mais généralement, c'est un peu long. C'est pas rapide, quoi. C'est pas comme tu vas le voir sur un PEA ou un CTO classique. Okay. Ensuite, il y a les frais d'entrée, les frais de gestion, les frais d'arbitrage, les frais de rétrocession, etc. Il y a énormément de frais associés aux assurances vie. Donc, fais vraiment ta due diligence avant d'en souscrire dans une. Même s'il y a un beau marketing, etc. On regarde vraiment les frais. Tu regardes le DIC, le document d'information clé, tout est indiqué dedans. Également, prends uniquement des assurances vie, comme ici je l'ai pas mis, mais prends uniquement des assurances vie en gestion libre. Ne prends jamais des assurances vie en gestion sous mandat, si jamais tu veux en prendre. Mais voilà, du coup, le plus important, vraiment, c'est regarder les frais, parce que au final, c'est ça qui va grignoter ta performance sur le long terme. Hop. La fiscalité est variable selon le contrat aussi, sur la durée du contrat. C'est que si jamais tu as un contrat d'assurance vie qui finit en 4 ans, tu n'auras pas la fiscalité avantageuse au niveau des 8 ans, 8 ans ici, c'est logique, mais voilà, ça à prendre en compte. Et il n'y a aucune
enfin, vraie assurance vie halal, si il en existe. Voilà, j'ai déjà fait une vidéo pour t'expliquer à quel point les types d'assurance vie halal ne sont vraiment pas intéressantes pour le particulier, étant donné que les ETF ou les fonds qui vont être disponibles dans ces assurances vie halal ne vont vraiment pas être intéressants pour le particulier, mais vont être intéressants par la société qui vend l'assurance vie. Et c'est vraiment ça qui est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Et moi, ce que je te conseille, c'est directement d'aller sur un CTO. Tu vas payer beaucoup moins cher et en plus, tu auras des ETF de meilleure qualité. Ok. Ensuite, on va revenir au CTO là jusqu'à la fin. Je vais également t'expliquer les inconvénients d'un CTO. Ensuite, PER. Donc, il réduit ton total imposable immédiatement. C'est ultra intéressant. Donc, on va voir ça juste après avec déduction fiscale, réduction fiscale et crédit d'impôt. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça juste après. Mais c'est ultra intéressant le PER parce que ça, en fait, ça réduit ton assiette imposable aujourd'hui. Et le seul avantage, c'est de prévoir une baisse de revenus à ta retraite. Parce que, justement, vu que tu baisses tes impôts aujourd'hui, ça va baisser également tes impôts à ta retraite. Et donc, justement, le but d'un PER, c'est d'anticiper une baisse de revenus à ta retraite. Et si jamais tu anticipes ça, si jamais tu prévois de gagner moins à ta retraite, là, ça peut être intéressant un PER. Par contre, il y a des inconvénients. L'argent est bloqué jusqu'à la retraite. Il n'y a aucun avantage fiscal à la sortie. Du coup, forcément, vu que c'est avantageux fiscalement aujourd'hui, il n'y a aucun avantage successoral également. Il faut prendre ça en compte. Il n'y a pas d'abattement, etc. comme avec le PEA. J'aurais peut-être dû le mettre, mais bon, bref. Les produits sont pas intéressants, ils sont bourrés de frais et il n'y a aucun PER halal. Donc voilà. Donc il y a plein d'inconvénients et plein d'inconvénients. En vrai, le PER, c'est pas extrêmement intéressant, à moins que tu veuilles vraiment réduire ton total imposable immédiatement. Mais c'est honnêtement, le jeu n'en vaut pas la chandelle pour le PER, enfin de mon avis, de mon point de vue. Après, bien sûr, toi c'est peut-être que dans ta situation c'est genre le meilleur meilleur véhicule fiscal à prendre. Ensuite on arrive au meilleur, sur le moment, le CTO. Donc il n'y a aucune limite de versement, tu as accès à toutes les classes d'actifs possibles et inimaginables littéralement. Tu vas pouvoir aller passer du soukouk à des ETF halal ultra, il y en a vraiment plein. La simplicité d'ouverture et de gestion aussi également, parce que c'est littéralement toi qui as le contrôle sur ton CTO. Il n'existe pas un CTO en gestion sous mandat, donc c'est top. L'imposition, du coup, c'est par contre les inconvénients, c'est avec l'imposition qui va être à la flat tax, du coup 30%. Le PFU, quoi, comme on avait, comme je l'ai indiqué juste avant, comme je te l'ai expliqué. Enfin, je pense que tout le monde connaît de toute façon. En bref. Il n'y a pas d'avantage fiscal à long terme, mais si tu changes ta résidence fiscale, c'est très intéressant. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui aimeraient faire la hijra et donc faire l'expatriation. Et donc, si jamais tu veux t'expatrier dans un autre pays, ça peut être intéressant d'aller vers un CTO. Pourquoi? Tout simplement parce que si jamais tu changes ton pays de résidence fiscale, forcément, tu vas plus être imposé à la flat tax, mais tu vas être imposé à ta nouvelle résidence fiscale. Par contre, il faudra mettre le numéro d'identité fiscale dans les paramètres, il faudra le changer. Enfin bref, mais voilà, ça peut être très intéressant pour toi si jamais tu comptes changer de résidence fiscale à l'avenir. Alors que par exemple, si jamais tu vas sur les 3 premiers véhicules fiscaux que j'ai présentés, il y a aucune optimisation fiscale en fonction de ta résidence qui pourrait être fait. Hop. Ensuite, les gains taxés à chaque session. Donc session, c'est des gains. Donc voilà, c'est en gros à chaque fois que tu vas vendre, tu vas payer des impôts quoi dessus. Ok, donc l'assurance vie, les petites nuances aussi que je voulais te faire part. Donc en fait, quand l'assurance vie est entre 0 et 8 ans, pardon, c'est le PFU, donc tu payes les 30% de flat tax. Si jamais ça fait plus de 8 ans et avec prime versée inférieure à 150 000 €, donc que t'as pas profité de la transmission avantageuse, et du coup tu payes justement les 7,5% plus les prélèvements sociaux, donc je t'avais parlé juste avant. Et plus de 8 ans, avec prime versée supérieure à 150 000 €, c'est le PFU de 30% dans tous les cas. Donc c'est pour ça que je te dis que l'assurance vie, c'est pas vraiment extrêmement intéressant. Ok. Et du coup, il y a pas mal de facteurs qui entrent en jeu justement dans le choix d'un véhicule fiscal. Ça va vraiment dépendre de ta situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être que le PER, ça va être le véhicule fiscal le plus adapté à ta situation. Bon, j'en doute, mais peut-être à ce niveau-là. Du coup, je vous conseille d'aller voir un conseiller en investissement financier ou un conseiller en gestion de patrimoine, c'est la même chose, indépendant bien sûr, parce qu'il faut jamais se faire biaiser par les produits qu'il va essayer de te vendre. Donc c'est pour ça que c'est ultra important qu'il soit indépendant. Enfin bref, après ça, je pense que tu es conscient. Et du coup, donc voilà, pour être sûr, et voilà, parce que cette vidéo, je vais te l'expliquer à la fin, mais du coup reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te le dire, mais voilà, cette vidéo c'est pas un conseil fiscal ni rien. Je vais vraiment t'expliquer comment ça marche la fiscalité, comment remplir tes déclarations, etc. Mais en aucun cas ça va être un conseil. Voilà, fais ça, fais ci. C'est pas un conseil. Donc prends un appel, le lien est en description si jamais tu veux des conseils un peu plus personnalisés. Ok. Donc à mon sens, le CTO c'est le plus avantageux pour les musulmans en France, dans la majorité des cas bien sûr, parce que la plupart ne restent pas en France, dont les impôts ne sont pas un problème.
Et en plus, ça va te permettre d'avoir vraiment des classes d'actifs qui vont vraiment être beaucoup plus intéressantes. Tu vas pouvoir avoir accès notamment à des sous-cooks, tu vas pouvoir avoir accès à des ETF qui vont être beaucoup plus diversifiés, qui ont de meilleure qualité avec moins de frais, etc. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant de passer par un CTO. Ah oui, pour donner des exemples de CTO, par exemple, on peut notamment citer Interactive Broker, Trade Republic, je sais qu'il est beaucoup utilisé. Donc Trade Republic, c'est aussi un CTO. Et ils ont des PEA, je crois. Mais Interactive Broker aussi a un PEA. Enfin bref, en tout cas, CTO, Trade Republic, Interactive Broker, on peut aussi citer des Giro qui sont très bonnes alternatives. Donc c'est voilà. Ensuite, du coup, pour l'optimisation fiscale, à savoir que pour un salarié, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour optimiser fiscalement. En fait, pour ce faire, il faut passer par ce qu'on appelle des niches fiscales, et il en existe plus de 400. Donc, tu as le choix. Je t'ai mis un lien après sur le site du ministre de l'économie, parce que vraiment, pour avoir vraiment, vraiment il y en a énormément, hein, des niches fiscales. Donc, si jamais tu veux avoir un détail complet de ta situation, en mode personnalisé, il faut vraiment creuser sur le site du ministre de l'économie, pardon. Et du coup, il en existe trois grandes catégories. Pour te simplifier, il existe trois grandes catégories d'optimisation. Donc ça, c'est vraiment le b.a.-ba. Donc la déduction fiscale, c'est réduire son revenu imposable aujourd'hui. La réduction fiscale, c'est réduire ce que l'on doit payer. Et le crédit d'impôt, c'est le remboursement d'impôt, parce que justement, tu as fait des causes, etc. Enfin, je vais te montrer. Je t'ai mis des exemples. Par exemple, la déduction fiscale, tu peux par exemple aller sur le régime des frais réels si tes dépenses pro sont plus importantes que 10% de ton salaire brut. Donc ça, c'est à optimiser. C'est une optimisation que tu peux faire au niveau de ton impôt sur le revenu. Donc il y a je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin bref, il y a un abattement c'est l'abattement des 10%, pardon, je l'ai mis juste là. Et donc tu peux passer en frais réels si jamais tes frais sont vraiment plus importants que 10% de ton salaire brut. Donc c'est extrêmement intéressant de voir, te faire tes calculs et de voir si jamais c'est plus intéressant pour toi. Donc comme je l'ai évoqué juste avant, ça va être le PER, du coup, avoir une TMI supérieure à 30%. Si jamais tu as un taux marginal d'imposition supérieur à 30%, ça peut être extrêmement intéressant de passer par le PER. Ok. Donc ensuite, il y a la réduction fiscale. Donc tu peux par exemple donner en charité, ce qui te permet d'avoir une réduction d'impôt entre 66% et 75%. Tu peux également investir dans des PME françaises et obtenir une réduction de 18 à 25% de l'investissement, ce qu'on appelle le dispositif Madelin. Donc tu verras qu'il y a plein de dispositifs. Là, je t'en ai développé que deux, mais il en existe plein. Il y a le Pinel, etc. Enfin bref, il y en a vraiment plein. Et encore, par exemple, le dispositif Gérardin, c'est pour investir en outre-mer. Si jamais tu investis par exemple à Mayotte, en Réunion, etc., bah, tu vas avoir des réductions fiscales. Il y a encore plein d'autres, mais le gros problème, c'est que ces dispositifs, c'est que ça n'avantage généralement pas à toi, mais le conseiller qui te les vend à cause des risques et des arnaques justement qu'il y a sur ce type de dispositif. C'est vrai que si jamais demain on te vend par exemple un produit d'investissement, une SCPI ou quoi, qui a un dispositif, ça va être leur argument marketing le plus prenant, et donc forcément faut se méfier. Faut se méfier de ce type de plans qui sont uniquement marketés par justement ces dispositifs, par exemple Gérardin, etc. pour les crédits d'impôt. Bah ça peut, dans la plupart des cas, ça va être soit des arnaques, soit c'est vraiment pas intéressant pour toi, soit il y a des risques très élevés, ou soit il y a beaucoup de frais. Enfin bref, vraiment faire sa due diligence quand tu vas vers ce type de produit qu'on essaie de te vendre. Mais après, ça peut être très intéressant, hein, également. Faut aussi dire quand c'est bien. Hop. Ensuite, crédit d'impôt. Donc ça, c'est par exemple si jamais tu embauches des services d'entretien ou la garde d'enfants, tu obtiendras un crédit d'impôt. Donc ça, crédit d'impôt, je pense que tu connais, c'est assez connu. Si je te donnais, du coup, une liste non exhaustive, je t'ai donné que quelques exemples. Là, il y a vraiment rien du tout. Si jamais tu compares à tout ce qui est possible de faire, mais il en existe tellement d'autres et ça va vraiment dépendre de ta situation. Donc pour aller plus loin, je te conseille vraiment d'aller sur le site du ministre de l'économie et de regarder un petit peu en fonction de ta situation. Bah, tu cherches, hein, tu fouilles dans leur site et tu vas trouver plein de choses en fait dedans, et c'est ultra important. Sinon, si jamais tu vas pas te casser la tête, tu réserves, attends, je sais plus où je l'ai mis, tu réserves un appel, le lien est dans la description, c'est le premier lien en ligne de description si jamais tu veux pas te casser la tête et si jamais tu veux que je te dise un petit peu plus profond, enfin, avec un peu plus de détails, toi, en fonction de ta situation, c'est quoi qu'il faudrait faire. Je sais pas si c'était clair. Enfin, bref. Ensuite, comment déclarer ses placements financiers? Du coup, la toute première étape, c'est d'aller chercher son imprimé fiscal unique. Alors, il n'y a pas tous les courtiers qui vont le fournir. Ça, faut être conscient. Par exemple, je sais que Desgiro, je t'ai montré que l'exemple de Desgiro, lui, ils le fournissent.
il va y avoir par exemple Trade Republic qui le fournit, par exemple Interactive Broker ne va pas le fournir. Donc c'est ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Et du coup en fait il est généralement disponible dans la partie déclaration de ton courtier ou la partie fiscale. Soit il y aura marqué fiscale, information fiscale, ou soit il y aura marqué information de déclaration, etc. Donc ça va vraiment dépendre du courtier pour le coup. Mais donc par exemple, voilà à quoi ça ressemble par exemple sur DEGIRO, à un imprimé fiscal unique, un IFU, bref, voilà. Et du coup en fait tu vois les différentes lignes et tu sais en fait les lignes correspondent à quoi sur ta déclaration, parce que il y aura marqué en fait les lignes sur ta déclaration fiscale quand tu vas faire aux impôts, il y aura ces lignes là et du coup tu vas pouvoir remplir ces cases là. Et voilà, et du coup par exemple sur Trade Republic je sais qu'il est beaucoup mieux fait parce qu'il y a directement les cases de FU, de cases de KA, enfin toutes les cases, tu verras, je vais te les expliquer, mais donc c'est beaucoup plus c'est un peu mieux. Et généralement, tu les verras déjà remplis, ce sont des comptes français aussi sur ta déclaration. Tu verras que ce sera auto-rempli. Par exemple, demain, tu as un PEA ou une assurance vie en France. Et ben sur ta déclaration d'impôt, ce sera automatiquement pré-rempli sur ta déclaration. Mais du coup, si tu es ici, il y a de fortes chances que tu aies opté par des courtiers internationaux, étant donné que les investissements halal ne sont pas trop disponibles via des contrats français type PEA, assurance vie, etc. Donc, il faudra les remplir par toi-même et donc il faudra télécharger l'imprimé fiscal et le faire par toi-même. Je vais également te montrer comment déclarer ses comptes à l'étranger, donc les comptes courtiers ou les comptes bancaires. Également, c'est ultra important parce que il y a une sanction pécuniaire si tu le fais pas. Alors, je sais plus c'est combien, c'est 1 500 € par compte non déclaré. De toute façon, on va le développer juste après. Et en termes de taux d'imposition aussi, au niveau des dividendes, tu peux choisir entre la flat tax à 30%. Du coup, ça, comme je t'allais développer tout à l'heure. Prélever directement sur les dividendes et les plus-values ou le barème progressif. Et du coup, il faudra choisir le barème. Pour choisir le barème progressif, si jamais tu as des revenus assez bas et que c'est plus intéressant pour toi de payer au barème progressif plutôt qu'à la flat tax, il faudra juste cocher la case 2OP du formulaire d'imposition, donc que tu retrouveras également sur ton site. De toute façon, tu verras tout ça sur le site d'imposition quand tu vas faire ta déclaration. Ok, donc comment on déclare ses plus-values et ses moins-values, ses plus ou moins-values. Donc déjà, il y a ça, c'est ultra important de cocher toutes ces cases là. Donc le numéro 2047, hop, je sais pas si tu vois bien, voilà, le numéro 2047, donc c'est si que plus ou que moins value, si tu as fait que des plus ou des moins values. J'ai dit 2047, ouais c'est ça 2047. Bon, bref, c'est 2047 CMV. Donc c'est si utilisation des moins-values antérieures, si jamais tu peux utiliser, on verra qu'il y a des cas où tu peux pas utiliser les moins-values des années précédentes, mais il y a des cas où tu peux utiliser les moins-values des années précédentes, on va le voir. Ici le 3916 c'est pour déclarer ses comptes à l'étranger, et le 2086 c'est à cocher si vous détenez un compte crypto et pour déclarer vos comptes sur les actifs numériques ou vos plus-values sur les actifs numériques également. C'est également là que en fait ça va se jouer. Ok. Donc ici, une fois que vous avez cliqué, vous êtes à la prochaine étape. Voilà, faudra mettre ici les revenus des valeurs en capitaux mobiliers imposables en France et des plus-values imposables en France. Après voilà, revenus fonciers, etc. c'est pour d'autres cas, mais bon bref, c'est pas ici on se focus pas sur les autres cas, on se focus vraiment sur ces deux cas-là. Ok. Et donc voilà à quoi ça ressemble, faudra mettre le montant ici. Ah oui, et note super importante, les totaux obtenus dans le numéro 2074 sont reportés dans le numéro 2042-C de la déclaration de revenus sous l'intitulé plus-value et gains divers, parce que tu dois déclarer en fait tes gains que tu as fait en bourse comme des revenus également. Ok. Donc ensuite, comment on déclare ses dividendes? Donc important pour profiter du régime de double imposition également. Donc c'est quoi avant qu'on continue? Le régime de double imposition, c'est par exemple entre la France et les États-Unis. Par exemple, tu as une action Apple. Apple, c'est une entreprise qui vient des États-Unis, qui est américaine. Donc forcément, les dividendes que tu vas recevoir, ils vont déjà être imposés aux États-Unis avant de toi te faire imposer en France. Et du coup, pour bénéficier d'un régime de double imposition, c'est-à-dire que tu ne vas pas te faire imposer doublement, c'est-à-dire aux États-Unis plus en France à la totalité, ils ont fait des régimes de double imposition. Ça veut dire que les impôts des dividendes que tu vas recevoir sont déjà imposés par la société, de Apple. Tu vois, ils sont imposés déjà. Par exemple, pour $100, ils vont déjà être imposés au fisc états-unien, j'ai envie de dire. Et par exemple, il te reste $90 dans ta poche. Et au lieu de te faire imposer à 30%,
et ben tu vas te faire imposer à un peu moins. Par exemple à 17% pour les États-Unis. Ok. Donc ça va te permettre justement d'économiser un petit peu sur ça, et c'est top, le régime de double imposition. Donc c'est pour ça que c'est important pour profiter de ça. Et donc voilà, après c'est les mêmes cases, hein, qu'on a coché juste en haut. Et ensuite voilà, tu mets en fait le net encaissé, etc. Bon après là je pense que tu sais remplir, hein, c'est pas non plus extrêmement compliqué de remplir ça. Hop. Et petite nuance aussi, si tu as déjà acheté le SPRE, donc le rate halal, après ça m'étonnerait que tu l'aies acheté, étant donné qu'il n'est pas disponible en France, mais si jamais voilà tu l'as acheté, donc c'est le rate halal, donc un rate c'est quoi? C'est une SCPI cotée en bourse si tu veux. Donc voilà. Et donc en fait il faut pas déclarer ces dividendes dans le 2DC, mais dans la case 2TC. Et par ailleurs c'est pareil pour tous les rates et SIIC. Donc ça c'est quoi? C'est un rate mais traduit en français. Donc c'est une société d'investissement immobilier cotée en bourse, ok, que tu achètes. Et normalement si tu n'es pas un professionnel, voilà, tu n'as pas à t'en soucier parce que t'as pas à avoir acheté le SPRE par exemple, ok. Et de toute façon la plupart des je crois qu'il y en a aucune qui est halal en France de SIC, j'ai envie de dire, de rates français. On dit plutôt rates en finance, hein, pour ton information. Personne dit SIIC. Ok. Ensuite, comment on déclare ses comptes à l'étranger? Donc si tu utilises Interactive Broker ou DeGiro, par exemple, qui ont plein de choix en termes d'investissement halal, ce sont des comptes étrangers, donc il faut les déclarer aux impôts. Par exemple, DeGiro, c'est un compte des Pays-Bas, et Interactive Broker, c'est Irlande, je crois. Donc voilà, il faut les déclarer aux impôts et à l'étranger. Donc il faut déclarer tous ces comptes à l'étranger tous les ans. Tu peux reporter le compte, hein, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de refaire la même déclaration tous les ans. Tu pourras cliquer sur reporter et faire oui, et puis hop, c'est bon. Et du coup, c'est avec la déclaration 3916 distincte. Donc, même s'il a été clos l'année N-1. Et bien sûr, si tu ne déclares pas tes comptes, tu as une sanction pécuniaire de 1500 € par compte non déclaré, comme je te l'avais dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est bête de se faire de se prendre une amende de 1500 € parce que t'as pas déclaré un compte, tu vois. Donc voilà, oui. Puis même s'il a été clos N-1, je voulais revenir dessus. C'est-à-dire que même si, par exemple, tu as ouvert un compte, je sais pas, début 2024, et tu l'as utilisé, tu as fait tes gains, etc. et tu l'as clos en mi-2024, il faudra quand même le déclarer aux impôts. Tu vois, ça c'est aussi une nuance à connaître et à savoir. Et dès que tu as précisé avoir un compte en dehors de la France, tu dois continuer la procédure en cochant la case 8 UU. Du coup, contrat ouvert, détenu, là tu le vois, attends, je vais te le zoomer pour que tu le vois mieux. Donc cette case-là, compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Et donc il faut cocher ça. Hop, et ensuite, j'aurais pas dû dézoomer, voilà. Après, il faut mettre compte courant ou compte épargne. C'est généralement compte courant, hein, si jamais c'est un CTO. Si c'est un CTO, ça va être souvent un compte courant. Et là, je t'ai mis l'exemple avec DeGiro. Donc, il faudra que tu mettes ça sur DeGiro. Je sais que c'est pas évident aussi sur DeGiro à connaître ces informations. Voilà, c'est important de mettre ça. Et voilà. Après, il y a deux informations aussi, donc que tu vois ici. La date de numéro de compte, d'ouverture du compte, et également le numéro de client. Numéro de compte qui correspond à ton numéro d'utilisateur. Donc ça, tu peux le retrouver sur le compte de Giro. La date d'ouverture du compte, c'est soit à chercher dans ses mails ou soit tu peux appeler le service client après, hein, si jamais tu as vraiment des soucis. Mais bon, généralement dans tes mails, tu vas le trouver, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ok. Donc ensuite, comment on déclare ses plus-values en crypto? Si jamais toi tu sors tes cryptos vers des monnaies fiat, tu devras payer des impôts dessus. Mais si tu les laisses en stablecoin, tu n'auras pas à payer d'impôts. Ça c'est aussi important. T'as pas besoin de sortir tes cryptos en fiat, t'as pas besoin de sortir tes cryptos sur ton compte courant, sur ton compte espèce, etc., sur ton compte broker, par exemple Binance ou quoi. T'as pas besoin de les sortir. Tu peux les laisser en stablecoin et ça, tu seras pas imposé étant donné que c'est toujours des cryptos. Hein. Un stablecoin, c'est toujours une crypto, donc tu vas pas te faire imposer dessus. Et donc, tu vas te faire uniquement imposer sur ce que tu sors en gain en crypto. Et justement, là, je vais te montrer comment on déclare ça. Donc, il faudra cocher la case en rouge dans la déclaration numéro 2086. Donc déclaration plus-value, comme tu l'as vu, c'est la même que celle ici, celle en haut, juste là, c'est celle-ci. Hop, faudra la cocher. Et ensuite, hop, voilà. Et ensuite, du coup, il faudra que tu mettes dans tes revenus plus-value et gains divers. Donc c'est dans cette case-là que sont répertoriés entre guillemets les cryptos. Donc c'est des gains, ça c'est sur des titres, c'est une classe d'actifs dits divers, enfin pour te l'en simplifier. Et donc c'est bon à savoir. Un truc qui est bon à savoir aussi, c'est que les gains imposables inférieurs à 305 €, si jamais tu as fait un gain inférieur à 305 €, c'est exonéré de PFU, t'as pas besoin de payer. Donc si jamais demain t'as acheté du Bitcoin, t'as fait 305 € de plus-value, je sais pas, t'as mis 100 €, voilà, ça fait x2, t'as fait du coup 100 € à peu près, ça fait x2.
Et donc, forcément, bah, du coup, tu n'auras pas besoin de payer la flat tax. Donc, même si tu as fait x3, bah, tu auras 200 € de gain, bah, tu n'auras pas besoin de payer la flat tax dessus. Donc, c'est très bon à savoir ça. Et bien sûr, les moins-values ne sont pas déductibles sur d'autres biens, plus-value immobilière, boursière, etc. Ou sur d'autres cryptos sur l'année suivante. Comme je te l'avais expliqué juste avant, bon, je sais pas si je vais le retrouver, mais voilà, ici, tu pourras pas déduire justement les pertes que tu as fait, les moins-values que tu as faites, sur justement les gains que tu as fait aujourd'hui. Donc malheureusement ça tu pourras pas sur les cryptos. Ensuite, comment déclarer ses revenus en SCPI en direct, parce que une SCPI en pas direct, t'as pas besoin de, si tu utilises des SCPI dans une assurance vie, dans une ou plusieurs assurances vie, tu vas pas déclarer les revenus sauf si tu as vendu, tout simplement parce que t'as pas besoin, ils le font pour toi en fait, la société de gestion littéralement. Donc là, on parle bien des SCPI en direct. Donc par exemple, tu as acheté une SCPI à travers un compte courtier type CTO, Tier Part Interactive Broker. Je sais pas s'ils en proposent, mais je pense qu'ils en proposent. Genre, si jamais tu as acheté une SCPI à travers Interactive Broker, par exemple, tu auras besoin de les déclarer aux impôts. Donc généralement, on te donne un IFU pour te faciliter la déclaration de tes loyers perçus. Si jamais tu as utilisé une autre, un autre support, je sais pas, une autre société d'investissement. Enfin, il y en a plein. Enfin bref. Du coup, il faudra mettre là ici revenu foncier. Bon, le cercle il est un peu moche, je suis désolé. Et voilà, faut mettre revenu foncier ici dans tes revenus. Paf, c'est le même truc pour les gains divers. Hein, tu le retrouves juste ici. Hop. Et puis maintenant, il existe deux régimes justement pour les SCPI au niveau de tes impôts. Donc il y a le régime micro-foncier. Donc les revenus fonciers annuels s'ils sont inférieurs à 15 000 € et que la SCPI est bien louée nue et ne bénéficiant pas d'un dispositif fiscal, tu vois, les dispositifs qu'on a parlé juste avant, donc les Girardins, le Pinel, etc. Il y a un abattement de 30% qui est calculé automatiquement. Donc la case à remplir, c'est 4BE, donc pour ton information. Hop, et régime réel, donc les revenus fonciers annuels supérieurs à 15 000 € ou que tu possèdes que des SCPI. Alors la dette, il faut également que si jamais tu as de la dette, si jamais il y a de la dette associée à la SCPI, tu peux cocher la case 4BZ et reporter les intérêts payés en téléchargeant la déclaration 2044. Et du coup, il faudra que tu coches la case 4BA pour le total des revenus fonciers imposables. Et si les SCPI détiennent des biens à l'étranger, ça va être le formulaire 2047 à intégrer dans la 2044. Bon, c'est un peu complexe. C'est vraiment, c'est assez casse-tête, hein, les impôts, de toute façon, tu le sais. Mais de toute façon, au niveau des SCPI, généralement, pour les SCPI halal, il y en a pas qui sont disponibles hors PEA. Si, il y en aura. Enfin, ce sera des SCPI à l'étranger. Et c'est surtout des rates, donc ça va pas être cette déclaration à faire. Il y a des rates qui sont disponibles à l'étranger, ou par exemple en Malaisie, aux États-Unis, etc., qui sont halal, et donc tu vas pouvoir bénéficier de l'immobilier, etc., dans ces régions-là. Après, malheureusement ou heureusement, c'est pas des SCPI, donc tu n'auras pas tout ça, sera pas intégré. Maintenant, si tu as une SCPI halal, c'est généralement à travers une assurance vie, de l'INA Finance, 570 Easy ou quoi, ou Pérennis. Non, je crois pas qu'ils en font Pérennis. Enfin bref, du coup, tu n'auras pas besoin de les déclarer étant donné que c'est pas une SCPI en direct, mais à travers un contrat d'assurance vie. Donc voilà, t'as pas déclaré à moins que tu les as vendus. Et donc là, faudra que tu passes à travers tout ça. Et je te le souhaite pas, ok? Incroyable. Donc ensuite, conclusion. Donc la fiscalité en France, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Je t'ai couvert les principales choses que tu dois faire pour déclarer tes investissements en France. J'ai même pas trop parlé de la déclaration de revenus et des optimisations que l'on peut faire à ce niveau, parce que voilà, c'est pas trop l'objectif de la vidéo. Maintenant aussi, j'en ai un peu parlé un peu en t'introduisant tout ce qui est déduction fiscale, etc. Mais bon, je suis pas rentré dans le détail à ce niveau-là. De toute façon, c'est extrêmement complexe. Du coup, garde à l'esprit que chaque situation est différente et qu'en aucun cas cette vidéo ne constitue un conseil fiscal. Là, je t'ai donné aucun conseil, j'ai juste montré comment ça marchait. Et si tu veux des conseils spécifiques à ta situation, je te recommande d'aller vers un conseiller en gestion de patrimoine. Tu peux prendre un appel avec moi en lien et en première ligne de description si tu veux. Ou alors tu peux simuler sur le site des impôts. On te donne pour te donner une idée de ce qui t'attend. Donc là, il y a le simulateur, tu peux aller voir et en fait ça te permet de simuler justement les impôts que tu devras payer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner. Si jamais tu veux avoir plus de vidéos comme ça, où je t'explique vraiment un peu plus en détail une vidéo étape par étape sur comment on fait X ou Y. Donc n'hésite vraiment pas à me le notifier. Donc moi je te dis à une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.